Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Comment interpréter la campagne de séduction du président iranien? Hassan Rouhani multiplie les discours apaisants et les gestes de bonne volonté en direction de l'Occident, notamment sur le dossier nucléaire. Ses intentions sont-elles sérieuses? Pourquoi ce changement d'attitude? Toutes ces questions, nous allons les poser à Farhad Khosrow-Kavar, qui est spécialiste de l'Iran, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur notamment d'Avoir 20 ans au pays des ayatollahs, qui est publié en 2010, ça a été publié en 2010 aux éditions Lafon. Alors, à l'Assemblée générale des Nations Unies, Hassan Rouhani était un peu la star, il était très attendu. Il a dit qu'il était prêt à discuter avec les États-Unis, notamment sur la question nucléaire. Avant ça, il a vraiment fait une campagne de séduction, il a multiplié ses interventions dans la presse, à la télévision. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est juste une façon de faire illusion, une façon de gagner du temps, ou est-ce que les intentions du nouveau président iranien sont vraiment sérieuses? Il faut contextualiser, à mon avis, autant eu égard à la politique iranienne que dans un contexte beaucoup plus élargi en Occident. Pour l'Iran, ce qui est important, c'est que l'enrichissement de l'uranium, maintenant, si vous voulez, dans ces procédés techniques, on le maîtrise. Or, l'acquisition de la bombe suppose la maîtrise de cet enrichissement. Ce que l'Occident demande à l'Iran, ce n'est pas tellement de ne pas se lancer dans la fabrication de la bombe que de ne pas aller au-delà de ce seuil-là. C'est-à-dire que si l'Iran veut, dans un an, à mon sens, théoriquement, pourrait avoir la bombe. Ce qu'on lui demande, c'est d'arrêter là, ne pas faire comme la Corée du Nord. Par conséquent, du côté iranien, on a le sentiment qu'on a franchi le pas. La maîtrise de la technologie, si vous voulez, nucléaire, pouvant aboutir à la fabrication d'une bombe est en grande partie acquise. Donc, en résumé, vous dites que finalement, les Iraniens ont finalement maintenant les outils pour fabriquer une bombe s'ils le souhaitent et que finalement ils peuvent s'arrêter là. Voilà, il y a donc de ce côté-là, c'est positif puisque ça ouvre les perspectives d'un compromis. Avant, il y avait cette espèce d'incertitude quant à la capacité de faire, si vous voulez, faire l'enrichissement, et on se disait si on le fait, on n'aura pas accès quand on le voudra. Maintenant, c'est fait et donc ça ouvre la perspective d'un arrêt à ce niveau-là. Oui, mais pourquoi est-ce que finalement les Iraniens s'arrêteraient là? Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'ont pas envie de continuer ce Mais non, là, il faudrait qu'il y ait, si vous voulez, qu'il y ait un compromis avec l'Occident. C'est-à-dire qu'il y ait la levée des restrictions et des sanctions. Et puis la continuité dans ce qu'on pourrait appeler l'enrichissement de l'uranium à un niveau acceptable pour les États-Unis. Parce que, en fait, ce que le président iranien cherche en ce moment, c'est quoi? C'est un allègement des sanctions économiques en échange d'un arrêt sur les recherches Non, c'est tout. C'est d'abord un allègement. En second Parce que le lieu, pays est dans une crise économique quand même en ce moment. Une crise économique grave liée à ces sanctions, mais aussi à la politique catastrophique du président populiste Ahmadinejad. Alors, ce que veulent du côté iranien, si vous voulez, que ce soit le président ou que ce soit le guide suprême, c'est de trouver une sorte de modus vivendi avec l'Occident qui ouvre des perspectives à l'économie iranienne, qui mettent fin à cette espèce d'isolement de l'Iran. Et en contrepartie, puisqu'ils ont acquis la maîtrise de la technologie, ils peuvent très bien l'arrêter à ce niveau-là. Moi, je parlais des Iraniens dans son ensemble. Vous avez vous précisé justement que c'est le président Rouhani qui, donc, vous dites, est soutenu par le guide suprême Ali Khamenei dans sa démarche. Parce que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce nouveau président Rouhani a les moyens d'imposer ses vues au niveau interne, puisque finalement, ce n'est pas lui qui décide de tout. Il est extrêmement contrôlé, notamment par le guide suprême, mais aussi par d'autres forces qui pourraient être un peu plus réticentes à ce changement. Exactement. Alors, là aussi, il y a un changement. C'est que sous les deux autres présidents, c'est-à-dire Khatami jusqu'en 2005, ensuite Ahmadinejad 2005 à 2013, le guide suprême se sentait un peu dans une position inconfortable. Il se sentait un peu, en un sens, remis en cause dans sa légitimité. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il sait très bien que son pouvoir est assis.
que le nouveau président n'a pas d'assises au sens de groupe de gens qui le soutiendraient, comme par exemple ça a été le cas d'Ahmadinejad, où il avait ce qu'on pourrait appeler les déshérités et les groupes fondamentalistes, ou Khatami, où c'était la jeunesse éduquée des classes moyennes. Lui, il est plutôt dans une sorte de, comment dire, no man's land. Il a obtenu la présidence parce que ça a été un peu à défaut d'autres personnes. Les vrais candidats qui auraient pu se présenter ne se sont pas présentés parce qu'ils ont été interdits, en quelque sorte, d'élection. Et par conséquent, le nouveau président est, en un sens, rassurant pour le guide suprême. Et d'autre part, il sait très bien que son avenir se joue là. C'est-à-dire qu'il faut trouver un compromis avec l'Occident qui est loin d'être acquis. Hein. Il ne faut pas croire qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, et donc, on est dans une conjoncture qui est, depuis une quinzaine d'années, la plus favorable pour des négociations qui pourront aboutir ou non. Donc, si je vous résume, le président Rouhani a une réelle intention de dialogue sur le dossier nucléaire. Il a les moyens parce qu'il est soutenu en interne. Finalement, la balle maintenant est dans le camp de l'Occident, des États-Unis, de la France. La balle est dans le camp occidental, mais à ceci près que Rouhani ne peut pas faire des concessions au-delà d'un certain seuil. C'est-à-dire, le seuil, c'est par exemple, l'Occident voudrait que l'enrichissement s'arrête entièrement. Or, du côté iranien, on pense, à juste titre ou non, c'est affaire de négociation, qu'il faut qu'on ait le droit de produire du nucléaire, si vous voulez, d'enrichir le nucléaire pour des buts pacifiques. Et donc, la négociation portera sur cela et sur le stock, si vous voulez, de l'uranium enrichi dont dispose l'Iran. Et évidemment, l'inspection qui devra se faire de manière assez rigoureuse du point de vue occidental. Et alors l'inspection, parce que ça c'est notamment un des points qu'a mentionné François Hollande hier, il a dit qu'il faut que les inspecteurs de l'ONU puissent aller sur toutes les centrales et pouvoir inspecter. Là-dessus, éventuellement, les Iraniens sont prêts Moi, je pense que là-dessus, il y a une plus grande flexibilité que par le passé. C'est au niveau du stock du nucléaire qu'il va y avoir vraisemblablement des négociations serrées, mais aussi il y aura des problèmes, si vous voulez, liés à ce qu'on pourrait appeler des deux côtés des contraintes qui lient les mains en fait des négociateurs. Tout n'est pas libre. Mais des contraintes quoi, de politique intérieure, des politique groupes de pression. Groupes de pression, par exemple aux États-Unis, AIPAC, les républicains. Il y a beaucoup de sénateurs d'ailleurs démocrates et républicains qui sont extrêmement sceptiques et qui estiment d'ailleurs que finalement il ne faut surtout pas transiger parce que sinon ça voudrait dire que cette épée de Damoclès qui est la possibilité pour l'Iran d'accéder au nucléaire militaire, il ne faut pas la maintenir. L'interprétation est que finalement la flexibilité de l'Iran est due à la menace qui pèse sur le pays. Et par conséquent, il ne faudra surtout pas relâcher là-dessus. Il faudra vraiment continuer à exercer la pression. Mais il faudra précisément trouver une sorte d'ambiance nouvelle afin que les négociations se fassent. Parce que les négociations ne peuvent se faire que s'il y a une confiance minimale. S'il n'y en a pas, ça ne se fera pas. Or, j'ai l'impression qu'on a créé du côté iranien, on a tenté de créer les conditions nécessaires pour cette confiance minimale. Et du côté américain aussi, Barack Obama a proposé, si vous voulez, au président iranien de le rencontrer en marge de l'ONU. Il l'a refusé parce qu'il craint, si vous voulez, sur le fond intérieur, d'être en un sens critiqué pour trop de flexibilité à l'égard des Américains. Est-ce que vous pensez que la France peut jouer un rôle de médiateur, disons, puisque François Hollande a été quand même le seul président, chef d'État à saluer, à donner, à serrer la main de Rouhani. Est-ce que la France peut jouer un rôle particulier dans cette médiation ? Je pense, parce que les Iraniens, du côté iranien, on n'ose pas s'adresser directement aux Américains parce qu'il y a cette espèce, si vous voulez... De méfiance historique, conflit... Barack Obama a dit on ne tourne pas la page depuis de méfiance 1953. Il y a eu, si vous voulez, le renversement de Mossadegh et ensuite le soutien indéfectible au Shah, etc. Donc l'Iran ne peut pas s'adresser directement aux États-Unis sans qu'il y ait des médiations. Et je crois que la France est le pays qui peut exercer cette médiation de manière plus judicieuse que les autres. Par exemple, mieux que les Allemands qui sont quand même très apolitiques, mieux que les Anglais qui sont quand même trop liés aux Américains. Et par conséquent, le choix
de discussion informelle avec le président français n'est pas neutre dans ce cas-là. Alors un dernier point peut-être, on attend aussi l'Iran, enfin les Occidentaux attendent l'Iran ou des infléchissements de la politique iranienne concernant la Syrie, puisque l'Iran est un soutien de Bachar al-Assad, du régime iranien. Il semblerait maintenant qu'on est prêt, enfin que les Français, les Occidentaux soient prêts à accepter l'Iran à la table des négociations dans le cadre d'une conférence de paix. Est-ce que le pouvoir iranien est prêt à lâcher Bachar al-Assad? D'après certains analystes, il serait pas loin de l'accepter parce qu'il voit que finalement la situation dégénère. Moi, j'ai l'impression que si les États-Unis et la France avaient attaqué la Syrie, les négociations auraient été au point mort. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas eu lieu, tout simplement parce que du côté iranien, on aurait eu le sentiment qu'on veut liquider le seul allié dont dispose l'Iran dans la région, à savoir la Syrie d'Assad. S'il n'y a pas eu de bombardement, à mon avis, ça a été extrêmement positif du côté iranien, perçu comme étant une volonté de négociation. Maintenant, si on garde le régime syrien sans Assad, c'est possible, mais toutes les analyses concordent jusqu'à présent, du moins à court terme, que le régime ne sera pas renversé de sitôt par le militaire. Voilà, pas le régime. La question maintenant qui se pose, c'est vraiment personnellement sur le sort du président actuel. Et là, je crois que c'est plutôt les Russes que les Iraniens qui auront le dernier mot. C'est-à-dire que l'Iran aide Assad économiquement, mais c'est les Russes qui sont quand même une puissance de loin supérieure et qui imposeront vraisemblablement un point de vue qui pourra être négocié avec l'Occident. Je vous remercie beaucoup, Farhad Kosko-Kavar, de nous avoir éclairé sur la situation de l'Iran et sur ce geste de bonne volonté de la part du président Rouhani. Voilà, c'est la fin de cet entretien. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.